mettre le regard de côté, c'est-à-dire changer un peu de l'histoire officielle qui est nécessairement écrite d'un certain point de vue, on ne peut pas y échapper. Et évidemment, ce point de vue, c'est d'abord le point de vue de l'homme, inévitablement, pour plein de raisons différentes, légitimes ou non. Ici, l'objectif va être de replacer la femme au centre, mais inévitablement, si on parle de la femme, on va devoir aussi parler de l'homme, on va devoir aussi parler de l'enfant, enfin de toutes les catégories et de tous les genres, c'est inévitable. Alors, ici, il y a quand même bien quelque chose. La place de la femme, en plus, on a quand même cette chance ici dans les Pyrénées, et notamment dans les Pyrénées centrales, la place de la femme est extrêmement particulière pendant tout l'Ancien Régime, mais aussi jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je pense que peut-être vous avez entendu parler d'Isor Gratakos, qui a donc écrit ce livre donc, sur les femmes dans les Pyrénées, qui fait aujourd'hui encore, on va dire, référence. Et elle-même, dans les années 70, interroge des femmes, et quand elle parle, en fait, elle-même, ce dont elle parle, c'est une société qui existe depuis déjà au moins 10 siècles, quasiment. Il y a encore des héritages qui ne sont pas seulement matériels, mais aussi symboliques, des considérations, des manières de vivre. Et ici, dans les Pyrénées, la première chose que l'on remarque, et vous n'êtes pas sans le remarquer vous-même, c'est une terre de montagne. C'est une terre de montagne, mais c'est une terre aussi qui est un peu loin de tout. C'est-à-dire on est loin du centre du royaume de France, on est loin des grandes villes et la proximité de l'Espagne. C'est une terre de frontières. Il faut bien voir qu'ici, par exemple, durant les temps, la féodalité, et jusqu'à très tard, les habitants ont porté des armes. Donc inévitablement, quand il y a des conflits, ça peut aller très vite, très loin. Voilà. Alors, on va commencer, si vous voulez, peut-être à bouger tranquillement par ici. Et en même temps, voilà, je vais vous lire quelque chose. D'abord, un petit passage d'Eugène Cordier. Eugène Cordier, ça a été comment on pourrait dire, le précurseur de l'anthropologie moderne, et notamment dans les Pyrénées. Et ce que je vais vous dire, en fait, dessus, vous allez comprendre plein de choses. Que la lune change un mercredi, que les seigneurs nous fassent visite une fois en 100 ans, c'est assez. De pauvres montagnards aimant la liberté prisaient peu la visite de leur seigneur, qui entraînait pour eux force dépenses, tracas, vexation même. Ce sentiment paraît avoir été très vif dans les Pyrénées, où j'ai recueilli ce proverbe il y a quelques années, de la bouche d'un vieillard âgé pour l'heure de 94 ans, qui le tenait lui-même de son père. Quant à la lune qui se renouvelle à mercredi, elle passait pour nuisible, probablement par suite de quelques coïncidences observées. Tout est dit, vous avez bien compris, donc ici, les gens n'aiment pas l'autorité. Donc ici, on va dire, tout part de la question de la... En fait, pendant l'Ancien Régime et de la féodalité. Le duc de Gascogne est souverain sur ses terres, lui-même est un vassal très lointain du roi de France, et sous lui on a le comte de Bigorre, et sous le comte de Bigorre on a les vicomtes en Lavedan, et sous les vicomtes en Lavedan on a les assemblées de Valais. Or en fait ici, qui c'est qui commande? Les assemblées de Valais. Le vicomte de Lavedan, c'est un seigneur sans trop de pouvoir. Alors évidemment il y a eu des bagarres, vous imaginez bien, mais au final, ce sont quand même toutes ces assemblées de valets qui ont réussi à lutter et à conserver ce qu'on appelle en fait des droits très spécifiques et des coutumes. Et notamment à la base, il y a ce qu'on appelle la coutume de barège. La coutume de barège, c'est quelque chose qui a été mis par écrit assez tardivement. Finalement, on est au XVIIe et au tout début XVIIIe, on a je crois que c'est Noguès, un certain Noguès qui, à Barège, rédige enfin cette coutume. Alors, je vais vous lire en fait aussi un extrait de Henri Cavaillès. En fait, j'utilise ceci parce que ça permet de synthétiser, on va dire, assez brillamment là où je veux en venir. Indépendantes et quasi souveraines, les vallées étaient comme de petites nations. Chacune d'elles formait une personne morale, un corps constitué et complet, ou comme on disait au Moyen-Âge, une université. Naturellement, elles se gouvernaient elles-mêmes. L'autorité suprême appartenait au peuple des habitants, des voisins investis d'une sorte de bourgeoisie rustique. Sur convocation des magistrats, ils se réunissaient en assemblée générale au chef-lieu de la vallée, ceux de Barège-à-Luce, ceux de Cauterets dans le cloître de Saint-Savin, ceux d'Ossau à l'église de Bielle. C'est donc le peuple tout entier qui formait l'assemblée souveraine de la vallée. Et comme on disait en Azin, à la cour du Parlement. Il y avait là une véritable organisation républicaine, et c'était bien une république que voulait être le petit État de Saint-Savin. Véritable seigneurie collective, les vallées exercèrent à peu près tous les droits régaliens, guerre, justice, impôts, droit de légiférer et de posséder en toute propriété, sans omettre le droit de conclure des traités, parce que ces gens-là concluaient aussi des traités avec les vallées espagnoles. Et il faut bien voir que jusqu'à très tard,
notamment la vallée de Barège, quand il y avait un état de guerre entre le royaume de France et le royaume d'Espagne, ils n'étaient pas tenus de se taper dessus. Eh oui, oui. Ben oui, à un moment, celui qui vous nourrit, on essaie quand même de limiter. Le roi de France, il est loin, les Espagnols, ils sont à côté. Donc ça permet quand même de faire, quand même de bien dire les choses. Alors attention, je parle ici de République, je ne parle pas de démocratie. Et ça fait toute la différence. Parce qu'ici, on a une image, comment vous dire, certes de petites républiques, de démocratie. Les assemblées de vallées étaient constituées des représentants des communautés villageoises. Ces communautés villageoises, en fait, élisaient des représentants, ce qu'on appelle des consuls ou des jurats. Or, en fait, ces consuls et ces jurats ne sont élus que par les chefs de maison, les caves de caso, en fait, ce qu'on appelle les chefs des maisons casalaires. Et ici, en fait, tout prend sens quand on sait ce que c'est que la maison. Alors, je vais vous lire encore quelque chose. Vous avez de la chance. Ça, c'est Jacques Poumarède. Point fixe dans l'espace et dans le temps, la maison était un lieu mystique où s'établissait la communion entre le monde des ancêtres et celui des vivants. On comprend qu'une telle charge symbolique faisait de la maison pyrénéenne beaucoup plus qu'un ensemble de biens matériels, une véritable entité vivante, animée d'un esprit doué d'une volonté capable de faire prévaloir sur les intérêts individuels un certain nombre de valeurs fondamentales, au premier rang desquelles figurait le maintien de l'intégrité de la maison, si modeste soit-il. Les biens qui la composaient ne devaient pas être dispersés sous peine de déchéance, voire de disparition, dans des pays où la terre était rude et rare. Pour faire respecter cet impératif, le droit pyrénéen avait érigé autour des patrimoines un système de protection d'une efficacité sans égale. En fait, c'est pas bien compliqué, ce système de protection, c'est la question des héritages. Et en fait, et c'est là où nous arrivons en fait, la question, on va dire, de la femme, et la particularité qu'il y a ici dans les Pyrénées centrales et dans les Pyrénées occidentales, et jusqu'à très tard, c'est qu'il y a le droit d'aînesse absolu. En l'occurrence, il n'y a qu'un seul héritier qui a toute la maison. Et toute la maison, vous avez bien compris, c'est la maison au sens matériel, c'est aussi l'ensemble des terres, l'ensemble aussi des droits afférents à cette maison, l'ensemble des usages et aussi la réputation. En fait, c'est un individu qui hérite en fait de quelque chose qui est quasiment en usufruit, parce que lui-même aura pour mission de transmettre lui-même ça. Merci de me tenir le parapluie. Pardon. Et en fait, ici, les hommes comme les femmes pouvaient hériter. Il suffisait d'être l'aîné. Et une femme qui héritait était maître chez elle. Et le mari rentrait gendre dans la famille. Et on avait non pas le nom de famille, le nom auquel on se référait n'était pas notre nom de famille, mais le nom de la maison. Chaque maison. Vous êtes le petit de chez qui? Vous êtes de chez qui? Et en fait, vous comprenez cette expression. On va peut-être laisser passer la voiture. Ah oui, vous êtes de chez qui? On me demandait quand je suis arrivée. Vous êtes de chez qui? Est-ce que votre maison a un nom? Ah non, pas du tout. Imaginons, le nom de votre maison, c'est Casajous. Oui, voilà, pareil. Quel est votre nom de famille? Hermilier, Et quel est votre prénom? Martine. Vous êtes Martine de Casajous. Ah oui, on oublie le nom, mais le nom de la... Voilà. Genre Martine de Vignemar. Absolument. Alors, je vais vous lire un témoignage, encore une fois, qui est très intéressant. C'est un livre qui s'appelle Henri Fédacou. C'est Georges Buisan, au tout début du XXe siècle, qui a collecté, entre guillemets, ce monsieur qui a grandi à Pranières au tout début du XXe siècle. Quand il décrit la vie, en fait, on a l'impression qu'il décrit la vie 5 siècles auparavant. Et en fait, il décrit ce qu'est sa maison. Comme partout au pays, ma maison avait un nom, indépendant du nom de famille des occupants. Moi, à l'état civil, je m'appelle Henri Fédacou, mais le nom de la maison où je suis né est également Fédacou. Je suis donc Henri Fédacou de Fédacou. En général, les deux noms sont différents, mais pour moi, c'est un cas particulier. Voilà. Pour les successions, on respectait toujours la règle de la vallée de Barège. On est au tout début du XXe siècle, hein. C'est-à-dire on n'est plus sous l'Ancien Régime, il y a la loi républicaine et l'égalité devant l'héritage. Mais malgré tout, c'était comme ça. C'était l'aîné, fille ou garçon, qui se mariait et restait à la maison. Le nom de la maison, lui, ne changeait pas. Mon arrière-grand-père, celui qui a vécu chez nous, mais qui était venu gendre, s'appelait Paget. On l'appelait Jean-Marie de Fédacou.
Son beau-père, j'ai su qu'on l'appelait Pietro de Fedacou. Pietro est un diminutif de Pierre, mais j'ignore son nom à l'état civil. Voilà, on en est là en fait. J'ai entendu parler de lui, bon, etc. Au village, c'était l'habitude, et c'est encore courant aujourd'hui, de désigner les gens par leur prénom ou un diminutif suivi du nom de la maison, plutôt que par leur véritable nom. Ça, vous l'avez compris. Chez nous, en 1906, avant la mort accidentelle de mon père, nous étions 9. Les 2 grands-parents paternels, mes parents, leurs 5 enfants, 2 garçons et 3 filles, plus un domestique en permanence, ça faisait 10 à table. C'était plutôt une famille moyenne. J'ai connu à Trimbareil, près de chez nous, une famille de 12 enfants, 6 garçons, 6 filles. Bon, 3 garçons sont morts à la guerre de 14. Ça, c'est une autre histoire. Comme il était de règle, ma sœur Louise, qui était l'aînée, se maria à la maison. Pour les cadets, il y avait 3 solutions. Aller se marier dans une autre maison avec une héritière, rester célibataire dans la maison paternelle, et si c'était un garçon, s'occuper du troupeau, ou alors quitter la maison et devenir domestique ailleurs, ou aller faire sa vie au loin, hors de la vallée. Il faut pas... Alors attendez, il ne faut pas croire que partir jeune chez une héritière, même riche, était une situation avantageuse. Mon frère cadet, qui lui aussi est resté célibataire, a été domestique toute sa vie. Quand je lui parlais mariage, il disait « Ceux qui sont mariés, ils sont domestiques autant que moi. » Donc, vous l'avez compris, Ça n'a pas changé. en fait, ici, cette question d'héritage, elle prend, en fait, comment dire, toute son essence dans ce qu'est la maison. Et véritablement, ce qui importe, c'est pas l'individu. Donc, en fait, l'égalité, elle se fait, mais elle se fait aussi, finalement, parce qu'en fait, c'est ce qui a permis cette transmission de ces maisons jusqu'à quasiment aujourd'hui. Même si aujourd'hui, évidemment, on vit des temps qui sont différents. On va continuer à marcher si ça vous dit. Oui, Sous la pluie. l'histoire me colle. Et alors, figurez-vous, il y a eu un tout petit changement en 1769. En 1769, il y a eu, à Toulouse, au Parlement de Toulouse, une volonté de changer ce droit d'aînesse absolu. Et finalement, l'idée, c'était que le chef de famille pouvait choisir son héritier. Mais, évidemment, ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire ici, on a quand même conservé les femmes qui étaient héritières. Mais ça a donné un truc super. La chanson des héritières, qui a été recueillie, en fait, et qui a été sans doute créée au 18e. Je vais vous la lire, d'accord? Elle est drôle. Elle est... Je peux pas la chanter. Oh, mince. C'est en gascon. Et vous, bon, bref, allez. Grand déplaisir en l'avedant, la coutume va être changée. Si le bourreau de Pau lui avait fait faire la culbute, si quelques mauvais vents avaient seulement pu l'étouffer, celui qui le premier parla de modifier l'usage. Malheur à la mère qui l'enfanta, celui qui est la cause de ce changement, dit du Parlement, disent celles de Barège. Malgré les parents, nous choisissons les époux. Ah, quel doux privilège! À Davantègue, il faut aller pour savoir ce qu'est la désolation. Tout est en larmes. Dans les bonnes maisons, surtout les héritières qui se voient retirer les droits de maîtrise. Ah, les bonnes filles! Celles de Salles de Saint-Savin se font en chagrin. Celles de Cotteret sont anéanties, ainsi que celles de la Ribère. Au marché d'Argelès, elles n'iront plus pour leur plaisir. Le langage de celles d'Azun est moins aigre et plus posé. Pourvu qu'elles aient à boire, elles n'ont aucun chagrin. Et offrez-nous une tournée, belle affaire, mes enfants. Si vous êtes amoureux, vidons ensemble nos verres. À Batte-sur-Guerre, ils sont prudents, chacun fait sa provision, se prémunissant ainsi contre le mauvais temps et les perturbations. À l'avance, ils font la nique au roi et à toute sa loi en donnant profit à la France. Mais vive celle de Castelhoubon, elles ne se plaignent pas plus que de raison. Leurs nombreux courtisans s'en allaient à Lourdes, acheter colliers et rubans, mais désormais c'est fini. Tous font la sourde oreille. Gendre et Bru de Bénac, des Angles et de Loubagnac, de Pérouse et d'Adé, de Lamarque de Poix-Ferré, toute la Ribère-Housse n'auront plus aucun procès avec les héritiers. Ah, que la loi est charmante! Il faut parler d'un grand seigneur pour les héritières d'Aussin. Elles méprisent les cadets, alors même qu'ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas de manchette. Désormais, elles les aimeront, les houbeaux, de peur de rester seuls. Gardère, Louquet et Seron sont en grande désolation. Tout est tristesse, surtout les héritières. Maudit soit le roi qui a fait la loi contre les héritières. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas passé. Hein. Je veux dire, jusqu'au tout début du XXe siècle, on réservait donc l'héritage à l'aîné, que ce soit un homme ou une femme. Mais les cadets, qu'est-ce qu'ils devenaient les cadets? Eh bien les cadets, c'était pas compliqué. S'ils voulaient rester à la maison, ils n'avaient pas le droit de se marier. Ils restaient domestiques dans la maison, on leur gardait une pièce, mais aussi aux cadettes, qui souvent d'ailleurs s'occupaient des parents qui vieillissaient.
c'était une condition un peu difficile, on va dire. On va s'arrêter à l'église. Alors je me permets juste de vous parler rapidement du chrisme, qui est intéressant, pour toute bête. Donc le chrisme ici qu'on retrouve sur les portails en fait des églises dans le coin, on le retrouve souvent. C'est un qui et un rho, deux lettres en fait grecques. Alpha, oméga. C'est le. Alors l'alpha et l'oméga. Alors ici il est particulier donc. Oh, ouais. Le qui et le rho, donc c'est le C et le R de Christos. Or en fait ici, normalement on devrait avoir une boucle, on a une croix. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a normalement l'alpha et l'oméga. Et ici, pour dire si on a une terre de pastoralisme, l'oméga est remplacé par une espèce de cuillère pour le lait, en fait. Ah bon. J'aurais dû me tromper, mais... Alors c'est vraiment une spécifique de ce chrisme ici. Hein. Ah ouais. C'est très très particulier. Mais c'est où la plus? Alors, c'est dommage, Pardon? j'avais des actes de mariage à vous montrer. En bas? À droite là, avec les oreilles. Ah oui, mon Dieu, les cadets. Les pauvres cadets qui restaient chez eux, et les cadettes aussi, qui restaient quand même, s'ils voulaient rester, elles ne pouvaient pas se marier. Les cadets ne pouvaient pas eux non plus, ou alors ils partaient, ce qui explique notamment par exemple le travail du bois dans la plaine de Naï, c'est-à-dire les cadets allaient travailler le bois, on trouve aussi des fois pour les tissages dans certains métiers de plaine. Mais ce qui est surtout, ce qui prouve en fait comment on pourrait dire, la féroce compétition autour des héritières et des héritiers, c'est notamment la question des charivari. Vous avez peut-être entendu parler de ça ou pas? Tout à l'heure, on a chanté. Ben, c'était très calme. Parce que le charivari, en fait, c'était les jeunes du village qui, avec des cuillères et des casseroles, faisaient le bazar sous la fenêtre des mariés quand un veuf se remariait, ou une veuve d'ailleurs, et qui finalement enlevait du cheptel, si je puis dire, local de gens à marier. Et du coup, nécessairement, en fait, les jeunes furax faisaient ce qu'on appelle le charivari. Mais c'était des vrais problèmes d'ordre de troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai ici, en fait, ça c'est drôle, c'est bien d'être protégé. Oui, hein. Oui, parce que... C'est un procès-verbal de gendarmerie dans le Val d'Azun. En fait, exactement, il est à Gaillagos. Alors, je vous lis juste l'intitulé. Donc, on est en 1873, très tard quand même. Plainte de Madame Marcoux, Anne, ménagère, contre Monsieur Lacrampe, Joseph, domestique, qui lui a fait charivari et badigeonner la maison avec des matières fécales. Ah ouais. C'est là, hein. C'est décrit. Oui. C'est décrit. Mais, si vous préférez, j'ai deux autres documents. Bon, je ne vais pas vous les faire passer, m'en voulez pas. Hein. Ouais. Avec la pluie là, c'est quand même... Ouais. C'est pas vraiment possible. Parlons-en. Mais ici, j'ai deux contrats de mariage. Ici, vous avez un contrat de 1741 où, en fait, c'est une héritière et c'est un cadet qui se marie avec elle. Et surtout, il est stipulé la dot. La dot qu'il doit mener. Mais le plus intéressant, c'est ce petit rajout, ici, où en fait les beaux-parents portent plainte contre les autres beaux-parents parce qu'ils n'ont pas payé la dot. Mais c'était quand même mariage avec un cadet. C'était mariage avec un cadet. Il ne fallait pas que deux héritiers se marient ensemble. Alors c'est vrai que c'est une bonne remarque, parce qu'on pourrait se dire dans un geste très capitaliste, on pourrait marier deux héritiers et faire agrandir le truc. Les mariages d'intérêt. Mais si on marie deux héritiers ou un héritier et une héritière, il y a une maison qui disparaît. C'est hors de question. Ah. Et ici, j'ai un autre. Alors ça c'est très intéressant. C'est un autre contrat de mariage de 1680 de la même famille française à Villelongue. Donc ici, il y a l'entière description dedans de ce que doit amener, en fait, en l'occurrence là aussi c'est un gendre qui doit donc amener tout un trousseau et compagnie. Ouais. Et il est bien dit en fait que ce contrat peut être cassé s'ils n'ont pas d'héritier. Ah. Parce que là aussi, il y a une certaine liberté de la femme dans les Pyrénées, si je puis dire. C'est que les mariages étaient très tardifs. C'est-à-dire que ce qui importait, c'était le contrat. On faisait le contrat, d'ailleurs même certains disaient, le contrat était fait quasiment au berceau. C'est-à-dire entre deux maisons. L'amour et le mariage n'avaient rien à voir. Ouais. Enfin, bref, vous m'avez compris. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, il arrivait souvent que les gens soient fiancés, et contrairement à beaucoup de pays d'ancien régime, notamment ici en France, la femme ou l'homme venait vivre dans la famille avant le mariage, et sans doute avait déjà des relations sexuelles.
Et ce qui fait aussi que, ça je tiens quand même à le signaler, les cadettes et les cadets avaient aussi une forme de sexualité sans doute en fait. On sait qu'il y a en fait des formes de sexualité, plutôt qu'ils sont hors mariage et qui sont considérés comme tels. Il faut bien concevoir ici qu'on n'a quasiment pas de procès parce que la femme qui est mariée n'est plus vierge. Ah oui. Ce n'est pas le plus important. Ah d'accord. Ça n'est pas le Ça plus comptait important. pas. Ça compte pas. Ça compte quasiment pas. Ce qu'il faut, c'est juste qu'en fait, il faut qu'il procrée pour qu'il y ait l'héritage Ouais. qui puisse se transmettre. Est-ce qu'il fallait absolument un héritier en premier? Non. Pas du tout. Pas une exigence. Pas du tout. Et voire même, c'est même assez curieux dans les actes, il y a beaucoup plus d'héritières que d'héritiers. Ah ouais. Ah Enfin, ouais. quand même. Les hommes faibles. Alors, être une femme, c'était quand même pas simple non plus, parce que c'est elle qui héritait de toutes les tâches domestiques. Ouais. Et tous les témoins du 19e siècle, Hippolytaine, bon, je vais pas vous faire toute la liste en fait, vous le disent clairement, les femmes, elles labouraient aussi, et même elles sont décrites des fois quasiment comme des bêtes de somme. C'est-à-dire qu'on avait beau être une héritière, certes on avait ce statut-là, mais les autres femmes n'avaient pas du tout le même statut. Et évidemment, comme partout, en fait, être un homme, c'était quand même, entre guillemets, beaucoup plus avantageux qu'être une femme. Mais par contre, il y avait quand même au moins ce... Juridiquement reconnu. Disons que jusqu'à très tard, Isor Gratakos, elle rapporte plusieurs fois le propos de certaines femmes de Comminges qui disent clairement, si mon mari n'est pas content, il n'a qu'à partir, je suis chez moi. Et c'était elle qui tenait les cordons de la bourse, et c'était elle qui faisait les finances. Et s'il n'était pas content, eh bien, il allait voir ailleurs. C'est beau. Ça arrivait? Ça arrivait. Ça pouvait. Alors après, ah oui aussi, et les mariages étaient tardifs, mais ça bon, je pense que vous avez à peu près compris. Alors en fait, pour vous dire aussi qu'être une fille, c'est pas facile, j'ai ici un autre acte. Je le sors, hein, vous savez, ça fait le magicien. Alors ça, je l'ai retranscrit parce qu'il est dur à lire. Et vous allez voir où je vais en venir. Non, vous pouvez pas aller dans l'église. Ben non, elle n'est pas ouverte. Ce jour 16e janvier 1700. Alors c'est du langage de notaire, hein, donc nécessairement c'est... voilà. On comprend quand même au bout d'un moment. Ce jour 16e janvier 1742 au lieu de Villelongue, par devant moi, notaire royal, présent les témoins constitués en personne de Jeanne Moureux, dite Soulane du lieu d'Ortiac, laquelle de sa libre volonté a présentement reçu de Jacques Frances du lieu de Villelongue ici présent la somme de 350 livres, à laquelle la dite Soulane a réglé liquidé et convenu son indemnité, frais de gésine, dépens dommages intérêts par les prétendus sur Alexis Frances, fils du stipulant, pour raison de la défloration, réparation d'honneur et engrossement par les œuvres du dit Alexis Frances. Ah bon? Occasion de quoi elle aura fait sa déclaration devant maître Soubirous et obtenir sur Richelieu en devant la prise au corps le 3e novembre 1741. En dépend de quoi le dit Frances, libre, quitte et dûment déchargé du fait de l'accusation par elle faite par le dit acte, dont elle fait désistement avec promesse de ne lui faire aucune sorte de demande, poursuite ni recherche, à la charge néanmoins pour lui de se charger, comme le dit Père Frances s'en charge, de la nourriture et entretien de l'enfant, dont elle est enceinte et dans son terme, l'élever à la religion catholique et apostolique romaine. Donc, il a fait un enfant, il paye et il lui dit au revoir. Alors, ce dit en passant, c'est le père hein, qui fait, c'est l'aïeul. Oui, excusez-moi, je ferme la porte. La poche. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a ici, dans les Pyrénées, cette coutume de barège qui élève la femme, on va dire, à une égalité de droit, en fait, vis-à-vis de l'héritage. C'est évident. Et c'est une forme, en fait, d'égalité qui est presque moderne. Mais inévitablement, pour celles qui ne sont pas dans cette situation d'héritière, c'est difficile. Inévitablement, que ce soit les cadettes, que ce soit, vous voyez, dans différents types. Il y a beau y avoir une forme de liberté sexuelle, on en est quasiment sûr, on lit à travers les actes, et surtout en fait en périphérie des actes, des choses qui ne sont pas dites. Mais n'empêche, et malgré tout, en fait, faut que j'arrête de dire en fait, mais en fait, de fait, voilà, il y a quand même cette particularité, et qui dure, je reviens dessus, jusqu'à très tard et quasiment jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire que dans les années 1970, les anciens en parlaient encore. Et d'où, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent bien le pays, il y a eu des maisons entières, des fois de frères et de sœurs célibataires. Parce qu'il y a aussi en fait des célibats qui étaient imposés, de fait, de facto.
Après, bon, je vous épargne. Si vous voulez, tout à l'heure, pour ceux qui veulent bien, j'ai d'autres procès, en fait, verbaux de gendarmerie ou de bagarres entre femmes dans le coin. Et notamment, ici, cet acte très intéressant qui se déroule à l'église d'Arcisans-Dessous, toute fin du 19e siècle, où une certaine, je crois que c'est Martine Fourcade, qui martyrise une certaine, je sais plus, Irène, je sais plus comment. Pendant la messe, elle lui tape dans la chaise, elle lui donne des coups d'aiguille à tricoter, parce qu'elle lui dit qu'elle lui a volé la place à l'église. Parce que la place aussi disait la hiérarchie villageoise. Et nécessairement, quand on vous prend la place à l'église, c'est parce qu'en fait, on se sent mieux que vous. Ah oui, n'est-ce pas? D'où procès. Bref, vous voyez, c'est quand même difficile. Alors, la femme dans les Pyrénées, bon, ce sont les héritières, mais il y a aussi une figure féminine. Alors, il y a deux figures féminines omniprésentes, quand même. C'est à la fois la figure, c'est pas étonnant s'il y a un culte marial à Lourdes. Il y a vraiment une... Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le Val d'Azun, les églises du Val d'Azun, je vous conseille d'aller faire un tour à l'église d'Aucun, à Marsous. Au moins, je pense à celle-là. Et bon, ne parlons même pas de la chapelle de Poillain. Regardez où est la place du crucifix. Il est sur le côté, il n'est pas au centre. Qui c'est qui est au centre? C'est Marie. Or, en fait, ce sont des retables du 18e pour beaucoup. Donc, on est avant le culte marial. Il y a ici quelque chose, en fait, avec la féminité, en fait, et notamment, sans doute, le culte marial est une comment on pourrait dire, un peu l'aboutissement d'une certaine forme de révérence, en fait, vis-à-vis de quelque chose de féminin, en fait, et de l'ordre de la divinité. Alors après, je ne vais pas commencer à m'avancer sur les cultes paléolithiques, etc. et compagnie. Isidore Gratakos le fait, dire elle pense qu'il y a un fond lié, en fait, sans doute à la fin de l'âge du bronze ou ce genre de choses, en fait, et un rapport à la femme, en fait, et à la mère, notamment. C'est compliqué à démontrer. Mais, franchement, ce ne serait pas surprenant. Et une autre figure, enfin, qui est la fée. La fée et les hadas, je crois que c'est ça. C'est ça? Merci. Liées souvent à l'eau, à la couleur blanche, et qui sont très très présentes ici dans le folklore mythologique des Pyrénées centrales. Alors, figurez-vous, j'ai trouvé deux contes liés à Arcisans-Savant. Et notamment celle de Margalide de Catibert. Ça vous intéresse? Oui. Ah, magnifique. La fée Margalide, dont la rare beauté avait excité la jalousie des dames blanches de Gesse, enchanteresse supérieure, se vit imposer pour prison par ses puissantes rivales, l'espace compris entre la fontaine de Catibert et celle de Bardérou. La pauvre prisonnière ne devait recouvrer sa liberté que lorsqu'une main étrangère et bienfaisante aurait dévidé jusqu'au bout un peloton de soie pourpre dont elle était nantie. Aussi, quand on venait puiser de l'eau, laissait-elle toujours paraître dans l'onde le fil à l'éclatante nuance. Une jeune fille d'Arcisans-Savant qui s'appelle Elisabeth Vignalunque, si vous connaissez, hein, formidable, étant un jour venue avec sa cruche, aperçut le bout de soie qui semblait couler avec l'eau, et la voilà qui dévide aussitôt ce fil convoité. Pressée par la soif, sa mère la rappelle à grands cris. Tentée par sa trouvaille qu'elle ne décide pas facilement à lâcher, l'enfant répond avec douceur mais continue. Nouveau cri, menace de la mère. La petite se décide alors à quitter la fontaine et rompt entre deux cailloux le fil dont elle tient déjà un gros peloton. Au même instant apparaissait la fée qu'un bout de soie retenait encore captive dans la roche à l'orifice du jet d'eau. Éblouie et confuse, Elisabeth se sauve, abandonnant son larcin, et en fuyant, elle entendait la fée qui chantait Delaun de Catibert, Entalaun de Bardelun, Eranus de Margalide, Beyedie, Eranet Kedrum, de la fontaine de Catibert jusqu'à la fontaine de Bardérou, notre Marguerite veille le jour, la nuit, elle dort. On ajoute que Margalide, irritée, jeta encore à l'enfant qui disparaissait ces paroles. Maudite soit la femme qui t'a portée, jeune fille, pour ne pas m'avoir laissé sortir d'ici. Le lendemain, la mère était morte. Ajoutons encore, si cela peut vous intéresser, que celle-ci s'appelait Madeleine. Détail que la légende se garde bien d'oublier et dont elle renforce la sincérité du récit, si vous doutiez que le fait fut véridique. Et un autre conte, avec une fée. Voici un autre récit relatif à une fée que la tradition appelle l'Encantado de Domecq.
Faut pas hésiter à me reprendre. Hein. Cette fée, ayant des obligations à une famille d'Omec et à ses domestiques, de qui elle avait reçu des services, résolut dans ses vieux jours de léguer sa fortune à ceux qui l'avaient obligée pendant un long enchantement qu'elle avait dû subir. Janine, c'était le nom de la vieille enchanteresse, recommanda à ces braves gens chez qui elle s'était retirée de l'inhumer avec ses bijoux, sitôt qu'elle serait morte. Cela devant, disait-elle, allonger sa vie de 9 années. Elle meurt, on l'enterre selon ses désirs. Pendant la nuit, le valet et la servante, entre lesquels il y avait un projet de mariage, firent au four. Tentés par les bagues précieuses qu'ils savaient avoir été laissées aux doigts de la défunte, ils s'en vont, pendant que cuisait le pain, déterrer la morte. Mais une plainte douloureuse, poussée par Janine au moment où ses bijoux lui étaient enlevés, fait fuir les voleurs qui, frappés d'épouvante, se hâtent de courir tout avoué à leur maître. Ceux-ci s'empressent vers la fosse et la fée délivrée vécut encore 9 ans. Il va sans dire qu'avant de mourir pour de vrai, elle fit don de ses richesses aux Domecq. En outre, elle donna 25 000 francs, c'est précis, aux domestiques qui se marièrent et achetèrent avec cet argent une propriété dont leurs descendants jouissent encore aujourd'hui, n'ignorant pas ce qui est de notoriété publique qu'elle a été acquise avec les 25 000 francs de la fée. C'est bon. Non, c'est pas vrai le texte, c'est un conte, c'est une histoire, c'est une belle histoire, enfin c'est une belle. Il y a des morts. 2 secondes. Donc voilà, bon, cette figure de la fée est donc une figure féminine très importante dans le folklore local. Les contes en fait mettent souvent en avant ces fées, donc il y a une espèce de pouvoir un peu magique en fait. En tout cas, ça reste quelque chose de très, comment on pourrait dire, quelque chose de légendaire. Quelque chose qui l'est moins, c'est le fait que j'ai cherché un peu dans l'histoire, dans des livres d'histoire, des figures féminines dans les Pyrénées. J'en ai pas vraiment trouvé, mais au final, j'ai pas trouvé non plus de figures masculines. En fait, c'est le propre des peuples, on va dire, qui n'écrivent pas eux-mêmes leurs propres histoires. Les histoires de fées, ce sont des histoires orales, je veux dire, qui se transmettent. Alors évidemment, il y a les récits légendaires, des récits historiques ou historicisés, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais, quand même, et malgré tout, j'ai trouvé des histoires de femmes très édifiantes dans les Pyrénées, mais c'est beaucoup plus tard, et ce sont souvent des femmes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, et je pense que certains d'entre vous le savent, la première femme au Mont Perdu, c'est Anne Lister, en 1830, une Anglaise, qui était venue, alors à l'époque, elle n'était pas encore avec eux. Elle est revenue en 1838, elle a fait la première de l'Aneto. Première qui lui a été volée, évidemment, par un récit d'homme. Voilà, mais qui, depuis les années 70, on sait en fait que c'est elle qui a fait la première, et il fallait le faire, parce que personne n'était monté là-haut. Et en plus, elle était montée avec sa compagne, Anne Walker. Alors évidemment, dans les livres d'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, on disait son amie. Mais non, c'était son amoureuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Anne Lister est morte peu de temps après en Sibérie, et que Anne Walker l'a ramenée sur son traîneau pour l'enterrer en Angleterre. Elle ne voulait pas l'enterrer sur place. Et autre femme aussi, très importante, et dont depuis quelques années, pas longtemps en fait, vraiment on se rend compte de son rôle, c'est Margalide Le Bondidier. Je ne sais pas si vous voyez, donc Margalide Le Bondidier, qui avec son mari Louis Le Bondidier est à l'origine de la création du musée pyrénéen de Lourdes en 1922. Donc Louis Le Bondidier, c'était les gens qui étaient originaires de Lorraine. Avec Margalide, c'est quelqu'un qui a toujours été un peu dans l'ombre de son mari très clairement, et son mari qui est mort au tout début des années 40, c'est là qu'on s'est aperçu, parce que Margalide elle est morte à la fin des années 50, au milieu des années 50, que celle qui faisait tout le travail, parce qu'en fait le musée pyrénéen non seulement fonctionnait très bien, mais c'est même encore pris de l'ampleur. Et Margalide Le Bondidier, il faut bien voir qu'en 1905, elle a été passée quand même à faire de la montagne pendant 30 jours d'affilée, avec son mari. D'ailleurs, ça a donné un ouvrage qui s'appelle « Dans les Pyrénées aragonaises et françaises ». Un mois sous la tente dans les Pyrénées aragonaises et françaises, qui est un super récit. Si un jour vous avez l'occasion, lisez ça. Donc évidemment, c'est Louis qui l'écrit. Donc il raconte, ils ont fait énormément de sommets. Ils ont vécu 30 jours sous la tente, ils ont passé 30 nuits. Mais on oublie souvent que Margalide était avec lui et qu'elle a fait tout ce qu'il a fait. Et enfin, encore jusqu'à l'entre-deux-guerres, la femme... Ici, c'est toujours une figure, je pense à la littérature. Une littérature. Est-ce que vous connaissez Béline, de Michao de Cabellat? Michao de Cabellat, donc, qui était un félibrige donc à Arens-Marsous, qui était épicier et poète.
a écrit le grand roman féminin du Val d'Azun, qui s'appelle Béline. Béline, en fait, c'est une paysanne du Val d'Azun qui est une femme forte, mais inévitablement, elle meurt d'amour. C'est comme ça. Il y a aussi un roman de François Duhourcaux qui s'appelle La demi-morte, qui se passe à Saint-Savin, qui est sorti dans les années 30. Et c'est aussi une histoire d'amour qui se finit mal pour les filles. En fait, la femme pyrénéenne est toujours conçue finalement comme une figure de tragédie romantique. Même si maintenant, vous avez beaucoup d'ouvrages, en fait, et je peux vous conseiller beaucoup d'ouvrages pour comprendre un peu toute cette histoire, et notamment de la place des femmes. Alors évidemment, il y a les ouvrages de Jean-François Soulet, qui a écrit donc Les Pyrénées au XIXe siècle. Vous avez aussi ce très intéressant petit fascicule sur Argelès-Gazost de Jean-Pierre Aline, très bien fait. Mais enfin, si vous voulez vraiment savoir plus, ça restera le livre d'Isor Gratakos, donc qui s'appelle Femmes dans les Pyrénées. Et je pourrais conclure là-dessus. Vous avez au tout début d'octobre, le premier week-end d'octobre, au Salon du Livre Pyrénéen, une thématique Femmes en Pyrénées. Donc avec tout un ensemble de conférences et de rencontres autour de ce thème, avec des chercheuses à Bagnères de Bigorre. Ah oui, bien sûr. L'autre vallée. Voilà. Est-ce que je vous lis une dernière petite poésie de Frédéric Soutra, qui était un poète bagnéré? Bondy, alors ça s'appelle à Mademoiselle Marguerite B. Bon, voilà. Bondy aux jeunes filles oubliant nos leçons, Bondy et n'entend rien, ni conseil ni reproche, est inquiétant peu du voile qui s'accroche, passe entre les guérets sans toucher aux moissons. Va, joyeuse, bruyante, et fais à ton approche fuir l'insecte des fleurs et l'oiseau des buissons, ou chèvre aux pieds hardis grimpe de roche en roche, et sans en éprouver donne-nous des frissons. Vers nous tu reviendras, haletante, effarée, le front tout ruisselant et la main déchirée, mais l'eau coule tout près, l'eau pleine de fraîcheur. Pour toi je ne crains pas l'épine et ses morsures, mais plus tard, douce enfant, je crains d'autres blessures, l'épine en veut aux mains, le monde en veut au cœur. Ah, très bien. Voilà. Il y a beaucoup. Ah oui, j'ai pas parlé du costume, parce que je me suis dit qu'avec la pluie, ici vous avez donc ce qui est conçu comme l'habit traditionnel pyrénéen, mais qui s'est fixé surtout au XVIIIe siècle. Et qui est donc un costume très rustique, hein, de drap souvent un peu épais. Donc vous avez un gros jupon, ainsi que, je crois qu'ils appellent ça une espèce de cape. Mais surtout la particularité du costume féminin dans les Pyrénées, c'est ce qu'on appelle le capulet. Je pense que vous avez entendu parler. Donc il y avait des capulets qui tombaient aux épaules, d'autres qui tombaient juste en bas du dos. Et je sais qu'en Vallée d'Ossau, je crois, alors je peux me tromper, je crois que les femmes mariées portaient un capulet rouge et les femmes non mariées un capulet blanc. Les héritières dans la vallée portaient un capulet blanc avec un liseré vert quand elles étaient donc héritières. Et l'homme, lui, portait, quand il était héritier, des manchettes. Si vous voulez faire passer, vous pouvez regarder. Je l'ai même emballé pour que ce ne soit pas mouillé. C'est bien. On peut voir. Oh là là. Pyrénées, Bagnères. L'histoire d'héritage, le système d'héritage, ça va. Elles semblent déjà fortement Alors, en fait, enceintes, ça part hein, du non? Pays Basque. Je trouve. Ça part du Pays Celle qui est blanche. commun, où après on a un droit d'aînesse absolu très tôt. Et même ici, on est en retard par rapport au Béarn. Au Béarn, dès le 17e, en fait, c'est l'aînesse masculine. Alors que c'était l'aînesse intégrale qui prévalait. Mais en fait, le Parlement de Navarre a retoqué ça pour donner du pouvoir au maître de maison. Et là, Voilà. ça reste. Ouais. Ah, j'ai oublié de parler aussi d'un truc assez important. Dans le village, en fait, il y avait ce qu'on appelle donc les maîtres de maison, les maîtres de maison casalaire, les chefs de maison, constituaient ensemble ce qu'on appelait la Bésio, c'est-à-dire qui a donné c'est les voisins, si vous préférez, et c'est eux qui prenaient les décisions et parlaient au niveau de tout ce qui était commun, les individus, les droits, etc. Et notamment, lorsqu'il y avait des assemblées de vallées, c'était eux qui faisaient remonter les décisions qui étaient, et les doléances qui étaient portées dans les assemblées de vallées. Or, en fait, les femmes en lavedant, je reviens là-dessus, c'était le droit d'aînesse intégral, mais c'était leur mari qui allait les représenter à la Bésio. Mais évidemment, ils allaient porter la parole de leur femme. Votre habit personnellement, non? Et on peut dire que ça a perduré jusqu'à quand alors du coup? Plus tard, beaucoup. Alors justement, la grande différence, c'est que la Révolution française, alors il y a, là aussi, il y a des romans tragiques. Il y en a un d'un ancien maire de Lourdes, Lucien Latapi, qui s'appelle « Tu t'en vas, ô mon pays ». C'est
larmoyant sur justement une maison qui se termine. C'est-à-dire que les cadets réclament leur part. Et en fait, en effet, depuis la Révolution française, notamment, les cadets avaient le droit de réclamer une partie de l'héritage. Sauf qu'en fait, il y a eu tout un système où finalement l'aîné pouvait hériter de la moitié de la propriété, enfin de la propriété, plus après, s'ils étaient 4 frères et sœurs, le reste, l'autre moitié était divisée en 4, dont une partie pour l'héritier aussi. Et souvent, ce qui se passait, c'est que l'aïeul donnait de l'argent au cadet en mode de compensation pour garder en fait l'intégrité du foncier et de tout ce qui était attaché. Parce qu'ici, je pense qu'il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on parle de république, on parle de gens qui sont libres, de gens qui ont, qui dans la féodalité sont capables de prendre la parole, de très mal accueillir les représentants de l'État. Vous connaissez peut-être le sceau du procureur à Argelès. Dire quelqu'un qui était venu collecter l'impôt s'est fait jeter quand même dans le précipice. Oui. Accidentellement, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Enfin bref, ils l'ont balancé et les mecs étaient venus en armes avec lui. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sont donc des gens qu'on présente comme farouches, très jaloux de leur liberté, mais c'était des paysans pauvres. Même les gens qui étaient bien nantis étaient quand même, c'était des petites propriétés. Il y avait une vraie modestie de ce qu'étaient les maisons, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup à partager. Donc ce système, qui est très inégalitaire dans l'ordre de naissance des enfants, complètement. Il avait une forme de justification, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je pense que on connaît tous des gens qui ont cette conscience encore de la maison. Très tard, on est en 2024, et il y a encore des familles qui ne sont plus... Alors évidemment, les aïeuls ne vivent plus avec les enfants comme il y avait dans toutes ces maisons, le grand-père à table, etc., plusieurs générations et tout. Mais il y a quand même des relations, en fait, qui existent vraiment, et intergénérationnelles très, très fortes, et notamment, c'est l'héritage de ce mode de fonctionnement, et qui fait cette particularité, notamment dans le Lavedan, et jusqu'à très loin. Mais c'est des questions de survie, en fait, ça prend sens à partir du moment où on comprend les enjeux qui étaient des enjeux de survie, parce que, clairement, ce qu'il faut imaginer, c'est que pour que tout se passe mal, il ne fallait pas grand-chose. Le maître de maison qui se fracture, un domestique qui part, etc., un malheur ou un truc comme ça, et il fallait vendre éventuellement un bout de terre. Et alors, je ne sais plus quel est le terme juridique de cette particularité qui est vraiment propre, quand même au sud-ouest, c'est-à-dire que les gens pouvaient vendre des pièces de terre, mais le jour où ils voulaient les racheter, ils avaient le droit de le racheter sans le consentement de l'acheteur. Sans le consentement. Le jour où ils avaient réuni l'argent, ils pouvaient le récupérer. Même si le propriétaire ne le vendait pas. Même si le propriétaire ne le vend pas. Parce qu'en fait, c'est la terre. Et notamment la terre, les usages aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses en jeu. Et c'est ce qui fait que, du coup, ici... Alors, ceux qui réussissaient... Alors, ici, il y a quelques belles maisons thermales. Vous savez, Villa Mathilde, Villa, etc. et tout. Et alors ça, c'est la revanche des cadets, pour beaucoup. Des cadets qui sont allés faire fortune en Amérique. Parce qu'évidemment, ces gens-là, il fallait bien qu'ils fassent autre chose que juste survivre et être maltraités des fois. Hein. Clairement maltraités, parce que c'était une bouche à nourrir dans certaines maisons. Donc ils partaient évidemment peut-être faire du bûcheronnage, ils pouvaient partir, etc. Tous ces métiers en fait d'artisanat qu'il fallait, voilà. Mais aussi au 19e et même très tôt, finalement fin 18e, ils partaient aux Antilles ou en Amérique. Et ceux qui avaient fait fortune revenaient souvent construire une maison, une belle maison, pour afficher leur réussite sociale et aussi susciter le mépris des chefs de maison qui se disaient « il a beau avoir une belle maison, c'est moi qui ai la terre ». Et le nom aussi. Et le nom. Ouais. Je viens de rencontrer une dame qui est née en 49, qui a hérité de sa maison. Elle a hérité de sa maison. Ouais. À Salles, en 49. Et elle avait 2 frères. Elle s'appelle comment? Je sais plus. Maryse quelque chose. Maryse, oui, je m'en bien. Oui, tu la connais. J'ai habité 20 ans à Salles. Ah oui. De 76 à 86. Elle est extra en plus. Je vois que c'est, je crois.
Mais il faudrait qu'il l'écrive un peu Et plus. ça m'étonne sans plus le fait que ce genre de choses se perpétue, c'est très ancré. Mais ça fait beaucoup. Ça empêchait la sous-population aussi, ça faisait partir les gens de. Tu vois, Mais de fait, oui. Alors après, intéressant. Intéressant parce que il faut bien voir que en 1769, la tentative du Parlement de Toulouse de mettre fin à l'aînesse intégrale était aussi poussée par les idées du temps qui étaient des idées des Lumières, mais aussi par la forte pression des cadets. Je veux dire, c'est une époque où la mortalité infantile baisse, et notamment le 19e, c'est l'acmé de l'occupation dans les vallées. Vous savez tous ici que ces forêts étaient des pâturages et qui se sont après finalement remis en forêt. Il y a eu un maximum de population, et d'où le fait de certaines, on va dire, ruses de l'histoire, et notamment le fait que certains cadets ont eu malgré tout l'occasion de créer des villages. Et notamment c'est le cas d'Arbeost, qui est le village créé par les cadets d'Arins et de Marsous. Mais la pression des chefs de famille était telle qu'ils n'ont eu droit à une église qu'en 1746. Il y a eu une tentative, je ne sais plus quand la date exactement, au tout début du 18e, de faire une église. Eh bien, les Arinços sont venus foutre le feu à l'église. Parce que les cadets étaient du coup devaient venir à l'église tous les dimanches à Reims, passer le col du Soulor. Donc vous voyez quand même les difficultés, et c'est une manière un peu de remettre les gens à leur place aussi. Je veux dire, un cadet restera un cadet. Et pourquoi aussi un cadet doit rester un cadet? Alors, les questions d'honneur, les questions d'orgueil, tout ce que vous voulez, mais surtout à un moment, il faut partager les estives. Et le col du Soulor notamment, et tous, enfin, l'Obisque, etc. Et il n'y avait pas de la place pour tout le monde. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait une fatalité, mais au moins on explique un peu ce genre de choses qui peut paraître très dur. Et en fait, c'est ça, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est les cadets et les cadettes. Il y avait une forme d'égalité par le bas. C'est-à-dire un cadet et une cadette étaient inégalement, également négligés. Et au final, c'était fais ce que tu as envie de faire, mais le fais pas ici. Voilà. C'était dur, je pense. Mais c'était dur, mais c'était établi. Dire aussi, il y avait une raison. Il y a eu des fois c'est Jean-François Souris, dans les Pyrénées au 19e siècle, qui exploite les archives judiciaires et qui voit quand même qu'il y a eu des cas de violence de cadets vis-à-vis des aînés, vis-à-vis de leurs parents, et même des meurtres. Il y en avait un qui avait empoisonné toute la famille à l'arsenic. Alors évidemment, ce sont des cas particuliers. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une règle immuable, mais c'était quand même pas nécessairement unanimement accepté. Voilà. Parce qu'il y a des choses unanimement inacceptables. Mais voilà. Si vous avez d'autres questions ou pas, ou je sais pas si... de la population, oui. Alors je ne sais pas si c'est Bain ou Sirex. Je crois que Sirex est un village de cadets aussi, il me semble. Quand on voit où c'est situé. Dès que c'est pas facile. C'est plutôt bien vu, c'est ça, dès que c'est pas facile. Faut y aller. Hein. La fratrie, c'est des droits d'aînesse, mais la fratrie, elle sert de main-d'œuvre à la maison. Alors, on pouvait rester, on avait le droit. Ça dépend. Et jusqu'à très tard d'ailleurs, jusqu'à très tard, même dans le droit, un cadet ou une cadette avait le droit de garder une chambre dans la maison. Mais c'était quand même une drôle de vie, parce qu'on n'avait pas le droit, voilà, d'enfanter, de se marier. On était en fait en gros un domestique, mais sans gage. On n'était même pas payé. Mais aussi, je sais qu'il y a notamment cette idée aussi que les cadets et les cadettes participaient aussi à l'éducation des enfants. Et notamment, d'où qui participaient. Et il y avait même des enfants qui étaient même souvent beaucoup plus proches de leur oncle et de leur tante que de leurs propres parents, qu'ils vous voyaient. Dans les familles même de paysans très pauvres, on vous voyait son père et sa mère. C'est pas vieux. Les curés, les militaires, les instituteurs. Ça pouvait être des cadets. Ça peut être des cadets. D'où ici, nombreux dans les contingents. Il partait énormément douaniers, il partait militaires, il partait gendarmes. Il y a vraiment la fonction publique était. Il y avait beaucoup de gens du sud-ouest. Voilà, complètement. C'était un débouché pour les hommes, évidemment. C'était un débouché pour les cadets. Exactement.
Pas pour les cadettes. Et les institutrices. Pas pour les cadettes, hein. Les institutrices peut-être. Marché ambulant aussi ou pas? Alors il y a des marchés, mais souvent, par exemple, Argelès est Argelès parce que Argelès est avant tout une place de marché. C'est la réunion de 3 villages, c'est la place centrale et c'est un marché, en Je voulais effet. dire des marchands, pardon, parce qu'elle raconte dans son livre, Oui. Pyrénéenne, Ben, qui partait très loin. Ce qui se En passe, Italie. les colporteurs, elle parle Ah des oui, colporteurs en arrière, travers des la colporteuses. montagne. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, je reviens là-dessus, on est un pays de périphérie. On est un pays, entre guillemets, un peu isolé. Il n'y a pas de grandes routes, il y a l'école qui ferme, etc. Mais on n'est pas un pays où personne ne passe. Par exemple, sur la gravure que vous avez là, le pot qui est sur la tête est un pot hollandais. Et il y avait aussi beaucoup de... D'où, par exemple, la coutume de Barège qui fait que, en état de guerre, les Français, ici, la vallée de Barège et la vallée de Brotteaux n'étaient pas tenus d'entrer en hostilité parce que c'était des questions de survie. Parce que Gavarnie survivait du grain qui est amené d'Aragon. Et oui, et il y avait du drap qui passait, des clous. On a des cas alors de contrebande, hein, évidemment, sur Arras, du poivre et des clous, des choses comme ça. Il y avait beaucoup finalement, il y avait des échanges. Mais oui, en effet, alors ça c'est propre à l'Ariège, montreur d'ours, colporteuse, mais c'était quand même, c'est toujours pareil, c'est la partie sans doute émergée de l'iceberg de tous ces gens qui eux ne partaient pas. Ceux qui avaient le courage, parce que je pense qu'il fallait quand même avoir, dans une société où quand même, Henri Fédacou, que je vous ai lu au début, il vivait à Pranières. La première fois qu'il est allé à Luce, il avait 8 ans. Pourtant, c'est pas loin. Hein. C'est-à-dire qu'on, voilà, le fameux, on ne bougeait pas nécessairement. Il raconte que des fois, il y avait des métiers qui se déplaçaient pour aiguiser, les tailleurs. Il raconte que les tailleurs venaient dans la maison faire pendant 3 jours le trousseau de la maison pour l'année, en fait, les chemises, les pantalons, etc. Et on le nourrissait et on le logeait. Il y a des choses comme ça, voilà. Mais c'est pas... C'est comment dire, ce qui est intéressant toujours, c'est ce mélange un peu de règles, de complexité, de règles par laquelle on passe par la périphérie. Enfin, c'est toujours... et c'est ce qui fait que c'est intéressant. C'est ce qui fait que c'est intéressant. Il partait en Espagne, de les exiliés, il y en a beaucoup. Alors là, c'est dommage, j'aurais pu vous le montrer, mais j'ai pas réussi à le lire. J'ai un contrat de mariage de la fin du XVIIe entre une Aragonaise et un mec de Villelongue. Donc il y avait des échanges, parce que, soit dit en passant, à Gavarnie, bon c'est plus du côté vraiment Barège-Gavarnie, il y avait beaucoup de relations avec le Haut-Aragon. Le port de Bouchardot était un axe de circulation. C'est-à-dire que même pendant l'hiver, il y avait du passage. On passait des mulets, on passait des troupeaux. Il ne faut pas oublier que les estives d'Ossou, jusqu'à très tard, c'était les Aragonais qui avaient le droit de faire paître les bestioles, et aujourd'hui encore. Et à tel point que, dans une carte du XVIIe, les estives d'Ossou sont côté espagnol. Le cartographe les a... Et même en période de peste, le milieu XVIIe, il y a eu une énorme peste de 553 à 555. Les Aragonais, à la sortie de Gavarnie, avaient mis des gardes pour empêcher les mecs de Gavarnie de venir transmettre le bacille aux Aragonais qui étaient là pour faire paître les bêtes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des liens, d'ailleurs plus souvent il y avait des liens avec l'Espagne qu'avec le reste de la plaine. C'est vrai. Comment? C'est pas le bacille. Le bacille, c'est la peste en fait, c'est le bacille de la peste. Moi, j'avais cru comprendre qu'il y avait plus de liens avec l'Espagne qu'avec Tarbes. Oui. C'était... Ah oui, et soit dit en passant, il y avait aussi ici un frein à la circulation des choses, c'est l'abbaye de Saint-Savin, qui taxait. Rien à voir. Bientôt. Ben, par exemple, allez, on peut parler de ça c'est drôle. Les armoiries d'Arras en Lavedan, c'est un sanglier avec 3 pattes. Pourquoi? Parce que quand il tuait une bestiole à la chasse, il devait fournir un cuisseau ou un jambon à Saint-Savin. Ah ouais. Bah oui, bah c'est taxé. Mais le plus grand propriétaire terrien et sans doute la puissance féodale la plus effective, c'était le monastère de Saint-Savin. Vraiment, les moines de Saint-Savin, mais aussi parce que, en fait, ça explique sans doute, par exemple, Saint-Orens. Saint-Orens est un monastère qui a vraiment décliné. Aujourd'hui, vous connaissez les ruines. Dès 1720, il est perçu comme étant quasiment vide. Mais par contre, les taxes pour le monastère étaient encore prélevées par l'abbé qui vivait à Paris.
Ah ouais. Donc résultat, la Révolution française, pourquoi le monastère a été foutu en l'air? Parce que les habitants de Villelongue et d'Ortiac sont venus tout péter et récupérer aussi tout le mobilier. Parce que à l'origine, alors ça il y a une petite publication sur les répercussions de la Révolution à Villelongue qui raconte ça, qui dit mais au début les monastères éduquaient les enfants, ils soignaient les gens, mais après quand l'abbé est parti, ils n'ont eu que les inconvénients et pas les avantages. Et donc d'où le fait que peut-être dans certaines maisons de Villelongue vous avez du mobilier du monastère. De ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Incroyable. Des fois c'est des histoires, des fois c'est vrai. Ouais, génial. Il a quelque chose à dire. Bon, écoute, finalement... On va pas ailleurs, on est là. Mais c'était très bien. J'ai pas pu résister. C'était mieux plutôt qu'on me tienne le parapluie. Mais si vous avez des questions, envie d'échanger, parce que finalement, vous voyez, je me rends compte en ayant fait cette balade avec vous, cette petite balade, hein, vous avez vu, mais c'est sympa quand même, quand on est dehors, c'est quand même plus cool. On a parlé des femmes, mais on finit toujours par parler de la société locale et paysanne, qui conditionne inévitablement le regard que les gens avaient sur les femmes, les héritières, etc. C'est une société très particulière dans les Pyrénées centrales et occidentales, je reviens là-dessus, parce qu'il y a même cette particularité de l'ère, entre guillemets, qu'on appelle l'ère vasconne, la Gascogne, en fait, finalement. Parce qu'ici... Non. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour les gars du coin, accrochez-vous. Parce que à la proto-histoire ici, c'était sans doute les proto-basques qui vivaient là. De la Garonne, en fait la Garonne était la vraie frontière entre la Gaule et ce qu'on appelle les Aquitains. Quand César arrive pour la guerre des Gaules, il dit il y a les Belges, il y a les Gaulois et il y a les Aquitains. Et il dit ils sont différents par le vêtement, le langage et les coutumes. C'était les trois critères chez les Romains pour dire qu'un peuple était un peuple. Et en effet, quand il combat les Gaulois, il combat de son côté, c'est un de ses lieutenants, Licinius Crassus, qui vient mettre une dérouillée aux mecs du coin, aux Aquitains, et qui c'est qui est à côté des Aquitains pour se battre? Des Ibères. La frontière était plus au niveau de la Garonne qu'au niveau des Pyrénées. Et finalement, au Pays Basque, en tout cas, c'est très... Moi, j'ai un copain basque, il n'y a pas de frontière. Il y a le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. Et c'est très vrai de fait. Et sans doute ici, on a quand même la preuve avec des toponymes. Bigorre, en basque, c'est Ibaigori, c'est la rivière Rouge. Mais... Donc après il y a une romanisation qui a mené une langue romane, et donc la fin sans doute d'une culture entre guillemets basque. Et puis sans doute la culture basque est une culture, et le dernier réduit de culture de l'âge du bronze avant que les Celtes arrivent. Vous savez, un peu comme vous avez en Cornouailles, en Angleterre, vous voyez un peu les réduits celtiques, ouais. En fait on va dire ça comme ça, et bien sans doute en fait il y avait un faciès à l'âge du bronze de la Galice à la Bretagne, d'une civilisation atlantique du bronze. Et on pense que les Basques sont... voilà. Et d'où notamment, il y a eu des études d'analyse de sang sérologique dans les années 70 des groupes sanguins. Et notamment la surreprésentation du groupe sanguin le plus vieux qui est O négatif, justement sur cette terre gasconne. Qui est, mais c'est hallucinant, les chiffres sont dingues. Enfin, et on pourrait finir là-dessus, ça vous faire, c'est pas mal. Et notamment les toponymes aquitains, c'est-à-dire pré-romains, c'est toponyme en os, Agos Vidalos, Biscarros. Maintenant vous verrez, enfin voilà, quand vous voyez ces toponymes, pensez-y, c'est une ère culturelle. Une civilisation même, hein, clairement, et sans doute ici, en fait, plus que des cousins, ce sont même un peu des frères éloignés. D'où cette terre, et notamment la cohérence de cette terre en termes de culture matérielle, croyances, et puis mode de vie, le pastoralisme. On n'en a pas parlé, putain, il y a tellement de choses à dire. On revient dimanche prochain, on va mettre la cloche. J'espère que ça a été...